Bonjour, donc, vidéo pour expliquer, ou résumer plutôt, le chapitre numéro 1, de cette grosse partie sur les continents aérodynamiques, le chapitre sur la croûte continentale. Premier point que vous devez maîtriser, la composition de l'ACC et sa densité. La première roche que vous devez connaître est une roche importante de l'ACC, il s'agit du granit. Donc retenir que le granit est une roche de texture grenue. On voit ici les minéraux qui caractérisent cette roche. Vous retenez au moins 3 minéraux principaux, les plagioclases, ici blanc propre, les quartz un peu gris sale, et les micas noirs sous forme de petites tachycines noires. Ces 3 minéraux donc sont caractéristiques du granit, qui est une roche magmatique plutonique, c'est-à-dire issue de la cristallisation en profondeur d'un magma. Le gneiss, qui est aussi une roche importante de la croûte continentale, par contre le gneiss est une roche métamorphique, c'est-à-dire issue de la transformation à l'état solide d'une autre roche, notamment du granit. Donc si on résume, c'est pas si compliqué, la composition de l'ACC se caractérise par du granit, roche magmatique plutonique, se caractérise par des roches métamorphiques, notamment le gneiss, on parlera de la magmatite plus tard. N'oubliez pas les roches sédimentaires comme le calcaire et le grès. 95% à peu près des roches sont granit gneiss, 5% de roches sédimentaires. Et dernier point, ce qu'il faut absolument maîtriser, c'est l'idée que l'ACC a une densité inférieure, 2,7, par rapport à la densité de l'ACO, qui est une densité de 2,9. Cette différence de densité explique beaucoup de choses, et notamment les différences de relief. L'ACO dense provoque des reliefs profonds, on est à moins 5000 mètres de moyenne au fond des océans, et au contraire, la densité légère de l'ACC explique les reliefs positifs, on est au-dessus du niveau 0, on est en moyenne à plus 200 mètres d'altitude. Après la composition de l'ACC et sa densité, vous devez donc maîtriser son âge et surtout maîtriser la méthode du rubidium-strontium qui permet de dater les roches de l'ACC. Je rappelle que vous avez un couple à maîtriser, le couple rubidium-strontium. Le rubidium, c'est le père qui se désintègre en fils, le strontium 87. On a vu que c'est le rapport en fait père et fils dans les roches qui vont nous permettre d'identifier l'âge d'une roche. Simplement retenir que pour dater une roche, il faut mesurer dans chaque minéral de cette roche la quantité de père qu'il reste aujourd'hui, donc le rubidium 87, et mesurer la quantité qui reste d'éléments fils aujourd'hui. Ensuite c'est ça, vous passez par ce qu'on appelle une représentation graphique. Vous allez être amené grâce à ces rapports père et fils à positionner donc des points. Chaque point en fait repose sur un coordonnée X qui correspond à la quantité de père ici, rubidium qui reste dans le minéral A, et la quantité d'éléments fils qui reste dans ce minéral A. Idem pour le minéral B. Lorsque vous avez positionné vos rapports père et fils, vous construisez votre droite. On obtient donc une droite qu'on appelle une courbe isochrone, y égale à x plus b. Cette représentation graphique vous permet d'estimer, de calculer le coefficient directeur, petit a, de cette droite. Et une fois que vous avez le coefficient directeur, vous avez appliqué cette formule, le temps, l'âge de la roche, est égal au coefficient directeur que j'ai obtenu, divisé par lambda, qu'on vous donne, qui est la constante de désintégration du couple rubidium-strontium. Voilà. Ce qui est aussi important à retenir, c'est que grâce à cette datation, on a pu dater différentes roches de l'ACC et on est arrivé à des âges très importants. Vous avez des gneiss ici, là au Canada, qui ont un âge de presque 4 milliards d'années. Quand on sait qu'une croûte océanique ne peut pas dépasser 200 millions d'années, on voit bien qu'on a des propriétés différentes qui s'expliquent encore par des différences dans la nature des roches et leur densité. En fait, une croûte continentale a une densité qui ne varie pas avec son âge. Et comme elle est densité faible, elle flotte, elle est à l'équilibre, et elle reste en surface. Au contraire, une croûte océanique, on va le rappeler cette année, va augmenter sa densité, La lithosphère océanique plutôt va avoir une densité qui croît avec son âge, et donc elle va passer à un moment donné, vers 200 millions d'années, en subduction. Voilà, donc si on retient l'essentiel, pour faire une datation d'une roche de l'ACC, il faut mesurer les quantités de père et de fils qu'on a dans chaque minéral, ce qui permet de construire l'isochrone, de calculer la pente, et du coup, d'appliquer la formule le temps, l'âge de la roche est égal à la pente, petit a divisé par lambda. Et rappelez-vous que la faible densité de l'ACC explique l'équilibre isostatique, et du coup, ça explique aussi son âge élevé. Alors concernant l'équilibre isostatique, ça aussi c'est une partie importante que vous devez maîtriser de ce chapitre. Je rappelle que le principe de l'équilibre isostatique est matérialisé ici par cet iceberg. Vous avez ici un iceberg qui flotte, qui est à l'équilibre, parce que justement il y a une compensation entre la poussée d'Archimède, dirigée vers le haut, et le poids, la masse, qui est dirigée vers le bas. Donc ici vous avez une compensation des deux forces qui donne un équilibre. Donc on peut considérer que cet iceberg est à l'équilibre. Et pour la lithosphère c'est la même chose, on considère qu'une lithosphère ici océanique, croûte océanique plus manteau, est à l'équilibre sur une surface
ce qu'on appelle une surface de compensation, au même titre que cette lithosphère continentale. Donc la lithosphère est à l'équilibre sur une surface arbitraire dite de compensation. Et chaque colonne de roche exerce exactement ici la même pression sur cette surface de compensation. Ce qu'il faut rajouter dans notre démonstration, c'est que la CC peut s'épaissir. J'ai ici créé un relief positif, une chaîne de montagnes, et le problème c'est que pour maintenir l'équilibre isostatique, on l'a vu en cours, on n'a pas le choix, le relief positif va se traduire par un relief négatif, qu'on appelle une racine crustale. Donc le relief positif impose la racine crustale, et pourquoi l'équilibre est maintenu? Parce que la racine crustale prend la place en fait du manteau lithosphérique de densité 3,3, et comme cette CC est moins dense, cet apport de matière à faible densité compense le relief positif. Donc vous avez une colonne ici de roche qui a augmenté de volume, mais qui exerce toujours la même pression sur la surface de compensation. Donc si elle exerce la même pression, elle est toujours à l'équilibre. Donc l'idée clé, c'est que l'équilibre isostatique donc impose une surface de compensation. Chaque morceau de lithosphère exerce sur une surface de compensation la même force. Et ce qui est important aussi, c'est que le relief de surface, donc la fabrication ou l'épaississement d'une croûte continentale, impose, on n'a pas le choix, une racine crustale pour maintenir l'équilibre isostatique. Dernier point que vous devez maîtriser dans ce chapitre, c'est la notion donc justement d'épaississement crustal. Ce qui caractérise l'ACC, c'est sa capacité à s'épaissir, ce qui n'est pas le cas par exemple d'une croûte océanique, qui fait pas plus de 10 km d'épaisseur. Et donc vous, on est parti de l'hypothèse que cet épaississement crustal qu'on voit sur la photo ici, on a pris un bloc, par exemple de CC, et on l'a épaissi. Et bien notre hypothèse de travail, c'est que cet épaississement repose sur des forces de compression, et si j'exerce des forces de compression, je vais écraser mon volume, donc je vais créer un raccourcissement horizontal, ce qui va se traduire par une augmentation verticale. Du coup, je vais créer du relief. Donc nous, il faut valider cette hypothèse, et donc rechercher dans les chaînes de montagne les indices de cet épaississement crustal. Vous avez deux types d'indices à maîtriser, les indices qu'on appelle tectoniques, donc les structures qui témoignent de cet épaississement crustal, et les indices pétrographiques, c'est-à-dire les roches qui témoignent de cet épaississement crustal. Pour les indices tectoniques, j'ai résumé ça donc sur cette diapo, vous avez 4 indices tectoniques à maîtriser, les failles inverses, les plis, les chevauchements, les charriages, quelle que soit la figure considérée. À chaque fois, vous créez ces figures par de la compression, et non pas par de la distension, et cette compression se traduit par un raccourcissement horizontal, une augmentation, un allongement vertical. Donc on crée du relief. Donc l'épaississement crustal semble validé et repose bien sur des forces de compression. Il faut aussi admettre que ces contraintes s'exercent aussi en profondeur. Vous avez ici un profil sismique de la zone profonde des Alpes, on est sous le niveau zéro. On traverse d'est en ouest les Alpes, et on retrouve ici justement des figures avec ici des failles inverses qui délimitent des blocs qu'on appelle des écailles crustales, des morceaux de CC. Et on voit ici que ces écailles en fait s'empilent les unes sur les autres. J'ai une écaille qui est en chevauchement sur une autre écaille, celle-ci chevauche cette écaille, qui chevauche celle-ci, etc. Donc cet empilement d'écailles crustales provoque la fameuse racine crustale dont on a parlé, crée cet épaississement crustal en profondeur. Explique que le Moho sous les Alpes peut atteindre 50-60 km de profondeur. Donc cette image pour traduire ce qu'on a dit, il y a un épaississement crustal. L'épaississement crustal en surface va se caractériser par les plis, failles, chevauchements, charriages, mais ces chevauchements vont aussi être présents en profondeur, puisqu'on a ici, on voit bien des écaillages qui sont opérés de la CC, et cet empilement d'écailles fabrique la racine crustale. Pour finir les indices, vous avez les indices pétrographiques, c'est-à-dire les roches, et vous avez deux roches qui témoignent d'un épaississement crustal à connaître, le granit, le gneiss ici, un peu plus tard on va voir la migmatite. Donc ici on propose de comparer les deux roches, puisqu'il y a une filiation entre les deux. Là vous avez un granit, et notre granit, l'idée c'est que ce granit va se transformer à l'état solide, donc on parle de transformation métamorphique, en gneiss, qu'on voit ici. La chimie est exactement la même, c'est-à-dire que vous allez retrouver les mêmes minéraux, feldspath, plagioclase, quartz, biotite, dans un gneiss les mêmes que l'on trouve dans le granit. Simplement ici la différence c'est l'orientation des minéraux. On voit ici que la roche se caractérise par des lits noirs qui alternent avec des lits clairs. On parle d'une foliation. On retrouve cette organisation des minéraux en lits au niveau microscopique. On voit ici des lits de biotite qui alternent avec des lits de quartz plagio, lits de biotite, etc. Donc cette alternance des lits, on sait l'expliquer. On a compris que si on veut expliquer l'orientation des minéraux, il suffit d'exercer une pression sur les minéraux, et la pression va justement provoquer une réorientation des minéraux. Ils vont s'orienter perpendiculairement à l'axe de la pression et former ces plans de foliation qui se traduisent par une alternance de lits. Alors quel est le contexte tectonique qui peut générer un
un gneiss à partir d'un granit, l'idée c'est que si je suis ici au niveau d'une chaîne de collision, il y a un empilement d'écailles crustales qui forment, on l'a vu tout à l'heure, la racine crustale. Donc si mon granit initialement présent se retrouve comme sur mon schéma recouvert d'une écaille crustale, il va subir un enfouissement qui va se traduire par une augmentation de pression et de température. Et comme il n'est pas stable dans ce domaine de température et de pression, lié à l'enfouissement, à l'épaississement, il va devenir gneiss. Donc le gneiss est bien un marqueur d'un épaississement crustal. La dernière roche que vous avez à maîtriser témoignant d'un épaississement crustal, c'est la migmatite. C'est une roche mixte qui mélange une partie gneiss ici, avec l'alternance des lits sombres et clairs, et une partie qui représente du granit. On a ici une petite lentille, si on zoome sur cette lentille, on s'aperçoit qu'ici on a des minéraux qui ne sont pas orientés. Ces minéraux sont des minéraux du granit, avec les quartz, feldspath, mica. Et donc l'explication, c'est la fusion partielle d'un gneiss. On admet que ce gneiss a commencé à fondre, mais de manière ponctuelle, partielle. Cette fusion partielle a donné des lentilles de magma qui, en recristallisant, ont donné donc des morceaux de granit. Donc quand on a dans une même roche ce mélange gneiss-granit, on parle d'une migmatite. Alors pareil, comment expliquer l'origine d'une migmatite? C'est toujours le même scénario, vous aviez un gneiss ici qui avait été mis en place, mais si l'écaillage continue, si vous empilez encore, vous pouvez en fait entraîner ce gneiss à plus grande profondeur. Donc le gneiss va subir une augmentation de température et de pression, et à un moment donné, si la température de ces profondeurs est suffisante, il va commencer à fondre partiellement et donner naissance donc à une migmatite. Donc la migmatite, au même titre que le gneiss, sont bien des marqueurs d'un épaississement crustal. Donc vous devez retenir les indices tectoniques de l'épaississement crustal, donc les failles inverses, les plis, chevauchements, charriage, maîtriser tout ça. Comprendre que c'est par des forces de compression qu'on peut obtenir ces figures, et ces figures témoignent toutes d'un raccourcissement horizontal et d'un développement vertical. Donc vous créez par ce jeu-là un relief positif et par la même occasion un relief négatif, ce qu'on appelle la racine crustale. Les indices pétrographiques, donc de deux natures, les gneiss, qui sont des roches métamorphiques, qui traduisent une augmentation de pression et de température liée à l'enfouissement notamment d'un granit, et les migmatites, qui vont donc témoigner aussi d'un épaississement plus important, d'un enfouissement plus important, on est au-delà de 20-30 km de profondeur, avec la genèse, la naissance de granit, qui sont des petites, donc des parties confusionnées. On parle de granit d'anétexie pour qualifier ces granites. Voilà, donc tous les points qu'on a abordés dans ce premier chapitre que vous devez maîtriser. Donc la composition de l'ACC, sa densité, l'âge de l'ACC, la méthode rubidium-strontium, le principe de l'équilibre isostatique, et les indices de l'épaississement crustal, avec les indices tectoniques et les indices pétrographiques. Voilà.